Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes jeudi, 11h02, c'est l'heure de la politique. Jeudi politique sur Sud Radio. Pour intervenir, ce n'est pas compliqué. Vous savez que vous êtes prioritaire ici. J'attends vos témoignages, votre expérience. 0826 300 300, 0826 300 300. Nous avons 3 invités politiques ce matin parce que j'aime la politique. Je crois que vous aimez la politique. Chacun a le droit et le devoir de défendre ses convictions. Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération bitéroise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts, NUP du Val d'Oise. Oui, bonjour. Aurélien Taché, bonjour. Et Carl Olive, député La République En Marche des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous allons évidemment développer les sujets d'actualité. Ce n'est pas compliqué. Conseil de la refondation, nous allons écouter Emmanuel Macron. Situation sociale et énergétique. L'Ukraine. Et le rejet des médias. Parce qu'il y a une enquête passée sous silence qui nous dit que 63% des Français n'ont plus envie d'être informés. 63% des Français n'ont plus envie d'être informés. Une fatigue médiatique. Une fatigue médiatique, oui, disons les choses. Mais tout de suite, nous allons commencer sur un sujet léger. J'ai envie, pour sourire un petit peu au départ. C'est une interdiction qui a surpris les élèves du collège Elsa Triolet à Saint-Denis. Ils n'ont plus le droit de venir en claquettes chaussettes. Félix Mathieu, d'où vient cette mode ? Eh bien, des basketteurs américains et des sportifs de haut niveau en général. À force de les voir sortir d'entraînement en chaussettes sous des claquettes, c'est devenu un phénomène consacré par ce clip en 2017. Claquettes chaussettes d'Al-Rima, 22 millions de vues sur YouTube, une pratique désormais interdite par le règlement de ce collège Elsa Triolet du côté de Saint-Denis. Alors au-delà des préoccupations esthétiques, cette tenue, eh bien, elle ne protégeait pas assez les pieds des élèves par des produits manipulés en cours de physique-chimie selon l'établissement. Bien, est-ce que le collège a le droit de formuler une telle interdiction dans son règlement intérieur ? Bruno Bobkiewicz est avec nous, bonjour. Bonjour. Dites-nous, est-ce que vous avez le droit de formuler une telle interdiction ? Oui, on a souvent la formulation tenue correcte exigée qui apparaît dans les règlements intérieurs. Oui. Si un établissement sent le besoin d'aller plus loin et de faire quelques précisions de cette nature, c'est qu'il a senti qu'il y avait une problématique particulière. C'est donc validé par son conseil d'administration avec les représentants des élèves, des parents, des enseignants, qui ont dû valider cette disposition particulière. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat des personnels de direction. Vous êtes vous-même principal de collège, c'est cela ? Principal de collège et proviseur de lycée, oui. Voilà, principal de collège. Donc vous dites oui, on a le droit de formuler une telle interdiction dans notre règlement intérieur. Un mot, c'est un sujet léger, mais pas si léger que ça. C'est pas si léger que ça, parce que ça renvoie à un truc tout simple, c'est que quand tu allais à l'école, enfin moi je suis vieux, mais quand j'allais à l'école, tu t'habillais pas n'importe comment. Je veux dire, tu respectais tes enseignants et tu respectais le lieu. Et donc, il y a des tenues, oui, qui sont pas, me semble-t-il, à l'image de devrait être l'école. Moi, je suis maire, j'arrive, alors ça change un peu, parce que j'ai tellement gueulé là-dessus que ça a commencé par changer. J'arrivais dans les classes, t'avais l'instit qui se levait pas et les enfants qui se levaient pas. Pardon, j'ai 70 ans, je suis le maire, je peux être leur grand-père, tu te lèves à l'école. Et si on veut, on peut pas se plaindre d'un laisser-aller ailleurs, on peut pas se plaindre d'un certain nombre de dérives si on commence pas dans les lieux essentiels par se mettre des interdits. La vie et le devenir un homme, c'est accepter un certain nombre d'interdits. Voilà. Aurélien Taché. Oui, moi je suis pas un partisan de l'uniforme à l'école et de ce genre de choses, mais là quand même j'admets qu'il y a des limites à tout. Je suis content d'avoir appris d'où ça venait parce que je trouvais ça sur le plan esthétique très douteux, mais il y a quand même une explication un peu rationnelle. Donc, des basketteurs. Ça me rassure parce que je me disais les jeunes quand même là, je comprends vraiment plus rien à la mode des jeunes. Donc oui, il faut pas aller en claquettes chaussettes à l'école. Non, c'est pas possible. Heureusement que la mode à l'époque des basketteurs de NBA c'était les claquettes chaussettes, parce que si ça avait été les Bob Marcel, on aurait quelques difficultés aujourd'hui à voir ces élèves entrer dans la classe. En plus, c'est pas bon pour la santé. Donc non, jusqu'où peut-on ne pas aller, quoi. Oui. Voilà, à un moment donné, on ne demande pas un peu de laxisme dans nos structures, hein, un peu de discipline, de rigueur. Et moi aussi, et je suis un tout petit peu plus jeune que Monsieur Ménard, mais quand j'avais quelqu'un qui se présentait en classe, on se levait. Bien. Conseil national de la refondation. Le président de la République a ouvert le Conseil national de la refondation. Eh bien, on va l'écouter. Quel est l'objectif de ce conseil ?
Et l'objectif pour moi de ce Conseil national de la refondation, c'est d'abord, au fond, de bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir. Nous sommes dans une situation qui est historique, une guerre en Europe, des difficultés énergétiques, une inflation qui remonte, des défis immenses comme celui de la transition climatique, des engagements qui ont été pris à la présidentielle, et on le voit dans le débat public, on a parfois du mal à se mettre d'accord sur les faits. Donc pour moi, le premier objectif, ça va être celui-ci. C'est aussi pour ça que nous avons convié 3 experts, c'est rebâtir du consensus sur là où va le pays. Rebâtir du consensus. Objectif, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, il est capable, le président de la République, son gouvernement, est-ce que la majorité est capable de rebâtir du consensus? Qui veut commencer? Tiens, Carl Olive. Cet objectif. Et d'ailleurs, il dit, le président de la République ajoute, les propositions issues du CNR peuvent déboucher sur des référendums. Moi, je vais remettre ma casquette de maire que j'avais encore il y a quelques semaines, Jean-Jacques Bourdin, où j'étais maire de 2014 à 2022 à Poissy. On a multiplié ce qu'on appelle des outils de démocratie de proximité. Je pense à, par exemple, au CODES, le Conseil de développement économique social local, qui était consultatif, sans élus, que des citoyens, et ça apportait des choses concrètes. On disait que le grand débat national n'aboutirait sur rien. À l'arrivée, ça avait fait 1 500 000 contributions. La taxe d'habitation a été supprimée, ça vient du grand débat national. Je pourrais vous citer d'autres exemples, comme la déconcentration des services publics, comme la création des maisons France Service. Convention citoyenne, on aurait pu aller plus loin, mais ça a été exactement la même chose. Moi, je suis quand même très étonné de savoir qu'on demande moins de verticalité, et ça a été le cas fut un temps au premier quinquennat, rappelons-le. Le président décidait, les citoyens exécutaient. C'est fini ça. On demande plus de transversalité, et quand on a de la transversalité, on ouvre la porte aux uns et aux autres. Parfois, il y en a qui jouent la politique de la chaise vide. C'est dommage, parce que les mêmes qui jouent la politique de la chaise vide vont être les premiers à commenter ce qui se passe. Même Édouard Philippe. Voilà, chacun est dans sa responsabilité. Même Édouard Philippe, ce qui est dommage, non? Chacun est dans sa responsabilité. Moi, je suis heureux de voir que nous avons une... C'est un outil, Jean-Jacques Bourdin. C'est pour moi un outil de démocratie de proximité. On n'aura que de bonnes surprises, on ne peut pas en avoir de mauvaises, parce que déjà, on a annoncé l'arrivée du tiercé après la course. Tout le monde n'y est pas. Vous le regrettez, vous le déplorez, vous n'y êtes pas. Non, de ce que non. Mais non, mais bon, alors, d'abord, je suis content, parce que visiblement, Emmanuel Macron va se mettre à l'écologie. Il recycle. Il recycle les instances, il recycle la Convention pour le climat, il recycle le grand débat national. Il nous a fait le coup, il nous a fait le coup plusieurs fois, mais Caroline, vous aimez le foot. Il y a des joueurs, parfois, c'est la saison de trop. Là, c'est l'instance de trop. Franchement, plus personne n'y croit. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, il n'en est absolument rien ressorti. Les gens de la Convention citoyenne pour le climat vous le disent, moi je suis député écologiste, c'est 3 sur 20 la note qu'ils ont mise sur finalement la reprise des propositions sans filtre. Alors maintenant ils s'engagent plus à reprendre sans filtre le président de la République, parce qu'il voit bien que de toute façon à la fin il fait que comme il veut, donc on peut y aller, on peut discuter, on peut dire ce qu'on veut. Il fait comme il veut. Et puis surtout, il y a quelque chose de plus grave dans ce qu'il a dit là, dans sa déclaration. Créer du consensus. Mais Jean-Jacques Bourdin, la démocratie, c'est le contraire. C'est organiser le dissensus. C'est organiser le désaccord. C'est faire en sorte qu'on puisse débattre quand on vient de positions politiques différentes. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée nationale, et que ce soit tranché par des votes. Oui, Aurélien Taché, organiser le désaccord à condition de savoir s'écouter. Et à condition de savoir dialoguer. Honnêtement. Le dialogue, c'est pas un dialogue de sourds. C'est un dialogue constructif. D'accord, mais sauf que le dialogue constructif, ça ne peut pas forcément être de tomber sur les positions du président de la République, si vous voulez. Et c'est ça qui le dérange. Il est toujours d'accord pour débattre tant qu'on est d'accord avec lui. Mais après, sinon, ça s'arrête. Honnêtement, moi, je suis dubitatif, parce qu'on nous a tellement fait de promesses et on est tellement les spécialistes mondiaux ici des trucs bidules, machin, dont on se demande à quoi ça sert. Le Conseil, honnêtement, on peut parler franchement, le Conseil économique, social et environnemental, personne ne sait à quoi ça sert. Longtemps, on y recasait ses copains qui étaient battus aux élections, je te mets là et tout. Ça sert à rien, enfin, à part de se tenir une langue de bois, mais on peut essayer de ne pas le faire. Mais en même temps, le seul argument qu'il a, Emmanuel Macron, dans cette histoire, c'est, moi, l'Assemblée, je suis content qu'elle soit un peu plus à l'image que les précédentes de l'été. Mais en même temps, je crois qu'on est tous contents, c'est mieux. Mais honnêtement, je vous le dis sans polémique, mais l'image que vous donnez des débats, c'est pitoyable. Attendez, moi, je peux ne pas être d'accord avec vous. Je veux dire, les noms d'oiseaux, comme ça se passe et tout. Vous pouvez pas savoir. Mais je parle pas du fond de ce que vous dites. On n'est pas en accord, mais c'est autre chose, ça. L'image épouvantable que ça donne auprès des Français. Je veux dire, déjà, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis un ancien journaliste et un politique. Tu cumules tous les inconvénients. Les mecs, ils te croient plus. Je suis pas d'accord avec vous. On n'a pas besoin. Moi, la démocratie participative. Est-ce qu'on a besoin d'un Conseil national de refondation? On n'a pas besoin de ça. Le discrédit, et s'il est
les gens vont pas voter, c'est que nous, voilà, on est 3 hommes politiques ici, les gens, ils nous croient plus, ils nous font plus confiance, ils ont toujours l'impression qu'on leur raconte des trucs au moment de faire campagne, et puis qu'on le fera pas, qu'on l'oublie pendant 5 ans. Vous croyez qu'en s'asseyant sur le résultat des élections législatives, ça va aller mieux? Non, mais attendez. On peut discuter de la forme. D'abord, il s'est pas assis, pardon. Bah si, vous voyez bien que l'Assemblée lui convient pas, donc il essaie d'en créer une autre. Enfin, ça crève les yeux. Attendez, mais essayez. Moi, je suis d'accord avec un certain nombre de choses. Je suis d'accord. Je pense que c'est pas une bonne idée, que ça sert à rien, même si je trouve que le choix de Bayrou est le moins mauvais qu'il aurait pu faire. Ah oui. Parce que non, moi j'ai de l'estime pour l'homme. Comme Edouard Philippe viendra pas, ce sera pas un congrès de Renaissance. Du coup, non, mais attendez, on peut pas attendez, essayons de pas faire de la polémique pour faire de la polémique. Ouais, je veux dire, vous pouvez critiquer, mais moi je vous pose une question. Attendez, je suis pas naïf. Bon. Je dis juste, essayons de pas être une caricature. Moi, j'écoute un certain nombre de choses. Je suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Quand c'est une bonne idée de Macron, c'est une bonne idée. Là, ça, je pense que ça servira à rien parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est une mauvaise idée, quoi. Voilà, c'est tout. Si c'était un truc, on était dans un truc, une espèce de climat à peu près tranquille, ce serait une bonne idée. Aujourd'hui, les Français n'attendent pas ça. Quoi, le problème de fond. Pour réfléchir au problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les politiques courent après l'actualité. Et courent. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à prévoir. Regardez ce qui se passe avec la vitesse aujourd'hui des événements, ce qui se passe en Ukraine, la crise énergétique. Qui, il y a 5 ans, pouvait penser à une crise énergétique? Qui, il y a 5 ans, pouvait penser à une guerre mais Jean-Jacques Bourdin, en qui, Ukraine? Il y a 2 ans, aurait pu penser au Covid Mais bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont un peu des artifices, peut-être, pour essayer de montrer qu'on arrive à gouverner. Eh bien, pardon, moi je pense qu'on ne peut pas encore une fois se plaindre qu'il n'y a jamais de concertation transversale, et ne confondons pas ce qui n'est pas à comparer. Je suis au Parlement, je suis heureux de faire partie du Parlement. Je trouve dommage, et je rejoins Monsieur Ménard, et je pense qu'on partage ça avec Monsieur Taché, que c'est devenu un peu Interville, sans les vachettes, à un moment donné, et ça c'est insupportable. Vous parliez d'un ton léger au début de cette émission, sur on gossait sur les claquettes chaussettes. C'est pas si léger que ça, parce que l'image que nous renvoyons, cette caisse de résonance de l'Assemblée nationale, il ne faut pas rêver pourquoi derrière on a des insultes, on a des mauvais comportements dans les classes. Ça vient jusque là. On est une caisse de résonance. Vous devez être exemplaire. Donc on doit donner. Vous devez être exemplaire. C'est pas simplement être en smoking, etc. Mais il y a 2 poids, 2 mesures. Je reviens sur ce qu'on disait. Dans nos collectivités, parce qu'il faut qu'on reparle du terrain. Même la cravate, moi, c'est pas ridicule à l'Assemblée, sans déconner, tu vois. Pourquoi tu arriverais débraillé à l'Assemblée? Qu'est-ce que c'est cette idée? Attendez, juste terminer, Monsieur Ménard. Oui, pardon. Juste pour terminer. Je pense qu'aujourd'hui, on doit changer le logiciel. Le logiciel, c'est terminé d'être systématiquement du sommet pour arriver au terrain. On doit partir du terrain. Et quand on part du terrain, allons voir les élus. Les maires vont avoir un rôle prépondérant pendant le prochain quinquennat. Je suis d'accord et je défends le rôle des maires ici. Monsieur le député, juste sur ce point-là. Moi, vous êtes crédible. Vous êtes crédible, sauf quand moi j'applaudis tout ce que vous dites. Mais en même temps, quand j'entends un certain nombre de ministres dire, quand une idée, en gros, il y a une espèce d'arc républicain, quand une idée ou une proposition viendrait de la France insoumise ou du Rassemblement national, c'est hors la démocratie, hors la République, c'est insupportable. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, avec la France insoumise. Mais honnêtement, on ne se connaît pas. Enfin, moi, je sais qui vous êtes et tout. Mais je ne crois pas que je sois moins républicain que vous. Non, je vous le dis, parce que quand j'entends la première... Je partage... Mais alors, dites-le à votre première ministre. Dites-le à votre première ministre. Elle dit le contraire. Elle ne veut pas discuter avec des gens qui sont... Moi, je suis ni Rassemblement national, si tout le monde le sait, la France insoumise. Mais honnêtement, je la respecte, qu'on me respecte. Alors, au fond, les gens qui vous renvoient aujourd'hui en disant « je ne veux pas les discuter », on a tort de ne pas les discuter dans ce truc, même si ce n'est pas utile, si ça peut servir à quelque chose. Honnêtement, je pense que ça pourrait essayer. Mais attendez, vous serez crédible quand vous arrêterez de dire « on discute quand avec des gens raisonnables ». Il y a une promesse faite. Et puis on va changer de sujet après la pub. Il y a une promesse faite par le président de la République. Les propositions issues du CNR, ce Conseil national de la refondation, peuvent déboucher sur des référendums. On verra bien. Donc il est prêt à organiser des référendums. Ce que je vous disais, c'est juste contourner l'Assemblée nationale. On essaye de trouver une instance où les gens qui sont dedans sont à peu près d'accord avec vous. On donne un vernis de légitimité parce qu'effectivement,
à juste titre, les maires sont encore ceux qui politiquement sont les plus proches des citoyens. Donc on dit, vous voyez, il y a les maires c'est moins embêtant que les députés ça râle, c'est pas d'accord, ça vote pas. C'est pas qu'ils sont moins embêtants, c'est ironique. Vous avez compris, c'est ironique, mais c'est comme effectivement. Donc on revient, cumul députés-maires, on se cogne. Vous avez et à la fin, juste pour terminer, et à la fin c'est des référendums. Donc voilà, on ne veut plus l'Assemblée nationale dans ce pays. C'est dommage parce que c'est intéressant ce que vous avez dit, Jean-Jacques Bourdin, à un moment. Mais ça aurait pu être autre chose. Vous défendez le référendum en permanence, et là vous dites. Et si c'est le c'est-à-dire vous défendez le référendum quand il vient de chez vous, mais si c'est le pouvoir qui organise des référendums, ça vous va pas. Mais écoutez, on peut avoir le pouvoir détourne l'Assemblée. On peut avoir certains sujets où le président de la République va sur des référendums, la Constitution, des choses importantes, etc. Nous, on défend le référendum d'initiative populaire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quand les citoyens veulent se saisir d'un sujet. Mais le monarque présidentiel, il a suffisamment de pouvoir, donc il peut aussi un petit peu écouter les corps intermédiaires et les instances. Et c'est dommage qu'effectivement, nous, écologistes, on a toujours défendu, par exemple, une chambre du temps long au Parlement. Par rapport à ce que vous disiez, ça c'est intéressant. Il y a urgence, effectivement, en permanence, et sur des grands sujets, la politique énergétique, un certain nombre de choses, il faut du temps, et on aurait pu imaginer quelque chose comme ça. Mais là, on va pas du tout là-dessus. On va sur comment Emmanuel Macron va trouver un outil de plus pour que son quinquennat soit à peu près vivable. Robert, pardon, je vous coupe. 18, un peu de pub, mais non, vous allez parler. Ne vous inquiétez pas tout de suite. Je ne m'inquiète pas. 22, vous êtes sur Sud Radio, c'est passionnant. 0826 300 300. Tiens, Julien, nous allons prendre Julien, mais Robert Ménard, je vous ai coupé la parole, donc vous l'avez la parole. Non, Robert, vous voulez faire une proposition. Ouais, je voulais rebondir. Il y a une différence essentielle entre le maire et les autres élus. C'est que le maire, il se coltine tous les jours. Vous l'avez été, enfin, moi non, mais vous pourriez l'être et tout. Tu te coltines tous les jours les problèmes de tous les gens. Et le débat idéologique, les fausses querelles, les principes soi-disant, et tout ça, tu sais bien que c'est des conneries. Tu sais bien qu'il faut faire attention aux gens et tout. Moi, je pense honnêtement, je vais vous dire, ça va vous faire bondir parce que vous êtes tous les deux dans les partis. Moi, je pense que le principal problème, c'est les partis. Les logiques de partis, les intérêts boutiquiers. Des partis politiques. Alors, il faut supprimer les partis politiques. Attends, je ne suis pas pour Robert. Je pense que le renouveau de la politique, pour trouver une réponse, ce sera en dehors des partis politiques et en s'appuyant sur les maires. C'est les maires qui sont la voix de la raison. Et les gens, ils ont juste... Ils n'ont plus envie de grands débats idéologiques. Ils ont juste envie que tu leur règles les problèmes. Et honnêtement, les problèmes au jour le jour. Problème de la vie politique en France, pas que les partis, mais la logique partisane. La logique partisane. Tue la démocratie. Ça, personnellement, je suis assez d'accord. Mais alors, Carl Olive, vous avez une autre proposition. Vous allez déposer une proposition de loi. Proposition de loi sur le retour du cumul député-maire, en tout cas avoir deux exécutifs possibles. Oui. Aujourd'hui, pardon de le dire, mais pourquoi on a parlé à un moment donné de déconnexion de l'Assemblée par rapport au terrain? C'est bien parce qu'il y avait trop de verticalité et qu'on ne s'appuyait pas sur les fantassins de la République. Les maires, quelqu'un qui a été maire, qui devient député, ça peut faire école, on peut aller chercher des choses dans la loi. On l'a fait à Poissy, un petit exemple, sur des cautions de mariage, sur les incivilités. Un vrai bordel partout, on n'est pas un microclimat, à l'extérieur avec les rodéos et à l'intérieur où des gens montaient sur les chaises, etc. On a mis une caution de 1 000 €. À 99,9%, les futurs mariés récupèrent leur caution. Elle est entrée dans la loi. Et pourquoi? Parce que ça vient du terrain. Je rejoins ce que dit Monsieur Ménard. Élu au premier tour. Votre serviteur, pareil. Pourquoi? On ne fait pas de politique de gauche ou de droite, on fait une politique qui est en adéquation avec les administrés. Mais ça, c'est pas au niveau local. Donc, vous allez déposer votre proposition de loi. Est-ce que la majorité vous suit? Vous êtes dans la majorité? Mon petit doigt me dit que le président de la République va me suivre. Mon petit doigt me dit qu'une partie de la majorité présidentielle va suivre. Mon petit doigt me dit que des partis d'opposition vont me suivre. Est-ce que vous suivez? Non, pas sur le non-cumul. Nous, on restera. Mais non, parce que partie d'amis socialistes vont suivre également. Regardez. Mais pourquoi? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, je suis contre. Je suis d'accord avec le fait que c'est important d'être ancré dans son territoire pour être un bon élu, y compris pour un parlementaire. Mais moi, je suis pour qu'on renforce encore les prérogatives du Parlement. Et je pense que pour faire son travail sérieusement, surtout dans un Parlement qui deviendrait vraiment un endroit où on fait la loi, ça peut peut-être commencer un tout petit peu sous ce quinquennat, vu qu'il y a du pluralisme et autres. Mais moi, je suis pour que, voilà, on ait le temps de faire son travail
travail de parlementaire correctement. Qui va nous le permettre, il y a d'autres, c'est un peu facile ça, il y a d'autres manières de connaître son territoire, d'être ancré que d'être maire. Enfin, quand même, il y a des gens qui peuvent connaître le terrain sans forcément être maire. Et par rapport à ce que vous disiez juste avant, moi, j'ai pas de problème avec effectivement qu'au niveau local, ce soit moins clivant, moins idéologique, qu'on travaille tous ensemble. C'est très bien, c'est ce qui se passe. La plupart des maires font ça et vous avez bien raison. En revanche, moi, je ne crois pas que les partis politiques soient le problème. Je pense que le problème, c'est que les partis politiques sont coupés du peuple, sont coupés des classes populaires. Mais moi, je suis pour. Vous avez connu ça, Robert Ménard, sûrement vous aussi, Carl Olive, une époque où finalement, le peuple, il pouvait aussi se former politiquement, s'éclairer en tant que citoyen avec cette belle aventure que peut être la formation militante. Malheureusement, les partis ne sont plus ça aujourd'hui. Il faut les réinventer. Mais moi, je pense que c'est utile pour structurer le débat national. Robert Ménard, juste très vite, puis on va passer à autre chose. Regardez, moi, je vais vous dire, mon pragmatisme, c'est quoi? Je suis d'accord avec vous, monsieur, en disant, moi, je ne crois pas qu'on puisse être maire. Je ne pourrais pas être maire de ma ville et député. Il y a un des deux que je ne ferai pas. Bien. Aussi ça. En même temps, je suis d'accord avec vous pour dire que l'absence d'ancrage local est un problème. Moi, je pense que j'affinerai une proposition. Je pense que c'est un vrai débat. Il ne faut pas dire pour ou contre. Moi, je pense qu'on ne devrait pas pouvoir être élu député sans avoir avant exercer un mandat local. Avoir exercé un mandat local. Ce qui permettrait de obligation d'exercer un mandat local avant, pas forcément même, ça peut être dans un département, mais un mandat local où tu es confronté au municipal, bien sûr. Voilà. Et je me dis que voilà, regarde. Je vois la logique, logique. Mais ça devrait être vrai pour être ministre ou même président de la République. Mais enfin, je dis ça comme ça. Oui, regardez, regardez ce qui m'exaspère. Tous les trois, on est là. On vote différemment tous les trois, mais je pense que si on s'y mettait un peu sérieusement, on pourrait trouver une solution. Mais oui. Putain. Peut-être quand vous êtes dans un parti politique... Mais dites pas ça, arrêtez de généraliser. On a le droit d'être pragmatique, Robert Ménard. La logique des partis, c'est opposer les gens. C'est systématiquement ça. Et la France insoumise... Pas partout. Non, mais pas partout. Il y a des exemples de démocratie européenne où c'est pas comme ça. Et au Parlement, les gens arrivent à travailler. En Allemagne, et même en Italie, ils arrivent à travailler ensemble comme nous, on y arrive. Il y a des coalitions qu'on est incapable de mettre en place en France. C'est dommage. Le consensus et les coalitions, c'est deux mots en France qui n'existent pas. Tu vois, il faut se foutre sur la gueule parce que chacun est dans un parti. Merci à tous les trois. Il est déjà 27. On va refaire un peu de pub. J'ai promis, je vais reprendre Julien. Ensuite, nous allons parler évidemment de la crise énergétique au sens large. Nous avons englobé l'Ukraine en même temps, parce que, là, il y a un vrai débat sur pourquoi cette crise énergétique. Est-ce que ça vient exclusivement de la guerre en Ukraine? J'y crois pas une seconde, mais le climat n'est pas l'insurrection, disent les députés et sénateurs de la majorité. Qu'en pensez-vous? Allez, tout de suite, 11h28. Commençons avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Jacques. Julien, vous êtes commercial, vous êtes à Créteil dans le Val-de-Marne. Allez-y. Exactement. Que vouliez-vous dire, mon cher Julien? Écoutez, je reviens sur ce dont vous parliez, je vais faire le lien avec ça, sur les refondations. Excusez-moi, mais très franchement, ça fait quand même un peu enfumage. J'ai repris les déclarations de M. Macron depuis 2016. Il nous a quand même promis la refondation nucléaire, la refondation de nos relations avec la Russie, la refondation de l'Europe, la refondation de l'action de l'administration pour la mettre au service des entreprises, la refondation de la fiscalité sur le capital pour favoriser l'investissement, la refondation des directives européennes des travailleurs détachés, la refondation de la politique de l'immigration, la refondation démocratique de l'Europe, etc., etc., la refondation de Schengen. Et enfin, il a terminé, je passe parce qu'il y en a encore des dizaines, de la justice pénale, de la PAC. Il nous a promis la refondation de l'ordre mondial. Rien que ça, dites-moi, écoutez, avec ça, si les Français n'ont pas compris qu'ils ont Superman à la tête de l'État, écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais là, franchement, ça fait quand même un peu... Julien est un auditeur qui suit la politique avec attention. Je connais pas Julien, mais je trouve que vous avez de l'humour et vous mettez le doigt où ça fait mal quand même, évidemment. Écoutez, le problème, M. Bourdin, très rapidement, c'est que je pense que les Français ne doivent plus être dupes, il faut avoir de la mémoire. Et quand vous reprenez les discours de M. Macron depuis 2016, excusez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à du bullshit, à du yaka faucon, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Bien, merci Julien. Carl Olive, malheureusement, il n'y a pas moi, je me sentais visé, là. Je me demande pourquoi il a été réélu, le président, pour la première fois de la Ve République. Je me demande pourquoi encore aujourd'hui, sur les sondages, le couple président... Il est à 40%, là, j'ai vu. Est plutôt satisfaisant. Alors, j'entends en partie ce que dit Julien. Après, tout ce qui est excessif est insignifiant. On ne peut pas, comme ça, jeter
l'anathème sur tout ce qui se passe. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à reconstruire. Il y a moins, encore une fois, on en revient tout à l'heure. Il y a de la transversalité à trouver. Est-ce que le climat... Attends, juste un mot. S'il a été réélu, c'est qu'il avait aussi Marine Le Pen en face d'elle, et Marine Le Pen, elle continue à faire peur à tout un tas de gens. Et moi, attendez, moi j'ai... Elle vous fait peur, Robert Ménard? Non, mais attendez, mais moi j'ai voté pour Marine Le Pen. Mais c'est pas parce que tu votes pour les gens que tu es aveugle sur les gens. Honnêtement, à part d'être complètement abruti, dans la vie, tu es un peu plus nuancé que ça. Un type, il peut dire un truc bien sur un moment et puis dire une connerie le lendemain. Moi, Marine Le Pen, il a dû se dire, une fois qu'il est face à Marine Le Pen, pour Mélenchon, c'était le même tonneau. Il est aussi caricatural sur sa tombe de position. J'ai voté Jadot, moi. Non, mais au deuxième tour, je suppose que vous auriez... au deuxième tour, vous avez voté Aurélien Taché. Au deuxième tour, c'était Macron-Le Pen. Donc, et vous avez voté pour qui? Pour Emmanuel Macron, quand même. Et voilà, tu vois. Mais oui, moi, je peux pas... En plus, vous l'avez admiré un temps. Alors, il faut rien dire pendant 5 ans, quoi. Surtout qu'en plus, vous l'avez admiré un temps, Emmanuel Macron. Je suis opposé au camp nationaliste. J'allais pas voter Marine Le Pen, Robert Ménard. Et pourquoi pas? Je respecte vos idées, votre engagement, il n'y a pas de problème. Attendez, ça tombe bien, moi j'ai jamais été au Rassemblement National. Je pèse le pour et le contre et je me dis à un moment donné, le pour et le contre. Aurélien Taché répond. Hein. Louis Boyard, on lui pose la question et les filles, il répond pas du tout, lui. Ah bah oui. Hein? Aurélien Taché, la franchise de réponse. Aurélien Taché a admiré Emmanuel Macron. Oui, puis en plus, moi j'ai commencé avec lui en 2017. Donc vous avez compris, je vous reproche pas d'avoir voté ça. J'ai compris, mais c'est un faux choix, effectivement, ce deuxième tour pour beaucoup de gens. Je dis juste, tant que vous aurez des discours aussi simplistes que celui, de M. Mélenchon d'un côté et celui de Marine Le Pen, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Alors, justement, Robert Ménard, est-ce que le climat est à l'insurrection? Je vous dis ça parce que... Mais c'est ce que... Il y a une petite musique, mais ça, c'est chaque année la même chose à la rentrée. La rentrée sociale va être terrible. C'est les fantasmes. Tout le monde sera dans la rue. Ce sont des fantasmes. Ils nous le font chaque année. Qu'est-ce que c'est la convergence? Cherchez, voilà. C'est la convergence. Ils n'ont pas parlé de la convergence des luttes. Non, mais sans rigoler, tu poufes de rire 5 minutes. Je dis, attendez, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vraies raisons. Mais vous le sentez? Vous sentez qu'il y a une colère qui ferait que les citoyens descendraient dans la rue? Non, il y a une vraie colère. Il y a surtout une angoisse des gens qui se traduit par une colère de certains. De là à descendre dans la rue, mais c'est un monde. Moi, je sais pas. Je veux bien prendre le point, comme on dit, sur la rentrée sociale qui revient chaque année, effectivement, à gauche. C'est normal d'ailleurs, parce que c'est dans les gènes et les origines de penser de la gauche, de penser qu'il faut des mouvements sociaux pour que la société bouge, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'est pas cette année un petit peu quand même dans un contexte particulier? Enfin, on a eu certes beaucoup de grosses crises ces dernières années, mais cette inflation qui arrive très fort, cette gestion de la crise énergétique cet hiver, dont personne ne sait trop bien comment on va la gérer. Personne n'a compris réellement, le gouvernement non plus, comment effectivement on allait pouvoir faire face à ces pénuries. On voit bien que dans beaucoup de communes, vous êtes maires tous les deux, on en a parlé au début il y a beaucoup d'équipements qui ferment là comme ça parce qu'on peut même plus finalement approvisionner en énergie un certain nombre de piscines, d'équipements et autres, qu'on pense que l'hiver va être très difficile. Et donc moi je suis inquiet. Je suis inquiet. L'inflation, les coupures et le reste peut mettre le peuple français très en colère. Moi j'ai 3 piscines que je ne ferme pas. Attendez. En régie ou en aglo? Directement par nous. Attendez, moi je les ferme pas, mais attendez. Je ne veux pas dire une bêtise. J'attends de voir dans 3 mois où on en est, si on sera pas. Non, mais attendez, si on sera pas obligé de fermer un jour dans la semaine et tout. Je ne vais pas dire des conneries, je ne vais pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de tenir. Bien sûr, Aurélien Taché, terminé. Donc, moi, je pense que cette année, avec effectivement le contexte social très difficile, et on ne va pas revenir sur les débats qu'on a eu déjà cet été à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu ce que finalement nous semblait indispensable, augmentation des salaires, des vraies mesures pour le pouvoir d'achat. On ne sera pas d'accord avec Carl Olive, il va me dire qu'il y en a eu. Moi, je considère qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendaient les gens, et on a une inflation qui continue. Et maintenant, on a la crise énergétique. Et vous avez un président de la République qui vous explique, mais si vous baissez le chauffage à 19, ou si vous faites ceci, vous faites cela. Bon, alors quand ils pourront plus, quand l'inflation sera trop forte, ce sera quoi? Faudra sauter un repas par jour, c'est quoi? Non, la politique, elle n'est pas là pour ça. La politique, elle est là pour amener des vraies réponses. Carl Olive. Et donc, ça peut être tendu si, effectivement, je fais juste un petit constat. Oui. On n'a jamais eu l'occasion de discuter comme ça avec Aurélien Taché. C'est Merci formidable. Sud Radio. Merci Jean-Jacques Bourdin, parce que on se connaissait pas avec Monsieur Ménard. Voilà, on a travaillé ensemble à iTélé il y a quelques années, mais au moins ça le mérite et on peut discuter tranquillement sans qu'on ait des numéros de claquettes, pardon de le dire, sur LFI. Vous parliez du climat à l'instant de la rentrée. Oui. C'est normal.
Je veux dire, monsieur Mélenchon, il faudrait qu'il soit souffleur, mais pas au théâtre, mais au barbecue. Pour laisser les braises bien allumées, il n'y a que ça qui existe. Avec les barbecues. Attention avec Europe Écologie Les Verts, les barbecues. C'est dangereux, c'est dangereux. Il faut qu'à un moment donné, il faut que monsieur Mélenchon et son orchestre comprennent que 3 élections présidentielles capotent, qu'il n'est pas Premier ministre, qu'il ne fait pas partie du Parlement, et qu'à un moment donné, chacun doit aussi montrer l'exemple. Sauf si les partis sont plus importants que le pays. Donc évidemment que c'est compliqué. Après, il y a un proverbe qui dit « Les Français se plaignent toujours la bouche pleine ou le chameau voit pas sa bosse ». Je regardais hier un tweet de votre consoeur anglaise qui disait que les Français se rendent pas compte je l'ai vu. sur le prix moyen de l'électricité en Europe. Le prix moyen de l'électricité en Europe. La France fait partie des premiers de la classe. Pourquoi ? Parce que il y a eu une anticipation, tout ne provient pas de là, mais il y a eu une anticipation, et pardon de le dire, on va quand même pas se le reprocher. Le nucléaire ? On va quand même pas se le reprocher. Donc c'est bien aussi à un moment donné de voir la réalité des faits. Deux choses. D'abord, sur le nucléaire, attendez, monsieur Macron, il porte une responsabilité sur la situation. Qui c'est qui ferme effectivement Fessenheim ? C'est lui, même si c'est décidé avant pour votre copain. Ça, j'y suis favorable. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'ils vont devenir renouvelables dans ce pays. Non, mais attends, la pression des écologistes a fait faire des conneries aux uns et aux autres. On avait Madame tellement... Le Pen n'a pas été très à droite non plus sur le sujet. Est-ce que ça n'a pas été suffisant ? Putain, mais est-ce que je défends Madame Le Pen ? Non, mais attends, est-ce que je défends Madame Le Pen ? Non. Moi, ce que je dis par rapport à la crise, c'est que tout le monde ment. Il faut le dire. Tout le monde. Mais vous me laissez finir. Comme je dis, tout le monde ment. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. Moi, j'étais en Ukraine dimanche encore de nouveau. Il y a la guerre en Europe. Expliquer, et comme le fait Madame Le Pen, comme ça, ou comme le fait la France Insoumise, qu'on peut au fond, parce que c'est ça qu'ils disent, qu'on pourrait au fond faire comme s'il n'y avait pas de conséquences pour les uns et les autres de cette guerre, c'est mentir aux Français. Ce sera plus dur pour tout le monde. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas avoir à la bouche, sans arrêt, on défend les droits de l'homme, la liberté, patati patata. Et aujourd'hui, se dire, ça veut dire défendre l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine, ça veut dire que ça nous coûtera des choses. Ça nous coûte, ça a des répercussions sur l'inflation. Robert Ménard soulève un point qui est très important, c'est-à-dire qu'on est très heureux de défendre l'Ukraine, mais on n'accepterait pas les conséquences, conséquences de cette guerre. Il faudrait quand même être honnête. Alors Jean-Jacques, je finis là-dessus. Alors, on arrête de dire qu'il n'y en aura pas. La seule chose qu'on peut faire, et c'est le rôle des politiques, c'est dire on va essayer que pour les plus humbles, oui, mais pas pour tout le monde. On ne fait pas pour tout le monde. Vous savez, je suis d'accord là-dessus avec vous, moi. C'est pas ce qui se passe. Sur le salaire minimum, mais vous donnez une image déplorable. Quand tu es dans l'opposition, j'ai l'impression d'être dans mon conseil municipal, tu sais, les mecs, ils veulent tout l'investissement et tout ça. Mais c'est bien. Non, mais ça veut dire que quand tu es dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. Moi, je le reproche à mes amis politiques de dire n'importe quoi. Je dis, moi, on me dit. Augmenter le salaire minimum, c'est pas n'importe quoi. Mais oui, non, ce qui est n'importe quoi, c'est dire pourquoi pas. J'ai vu des gens qui disent 2000 €, pourquoi pas la semaine de 3 jours. Alors, on peut dire n'importe quoi. Moi, je n'en peux plus de ça. C'est ce qui nous donne aucune crédibilité. Les gens, ils sont pas assez cons. Les gens, nos concitoyens, ne sont pas assez abrutis, imbéciles, pour croire que demain, on va avoir la guerre et se battre avec eux. Donner plus au SMIC, payer moins cher l'essence, personne ne le croit ça. Et la classe politique, mes amis les premiers, veulent faire croire que non, on peut faire des miracles. On ne fait pas de miracles. Et la pub, Carl Olive. Juste, monsieur Ménard a été le patron de Reporters sans frontières, il connaît l'humanisme au cœur des organisations. Je dis juste quelque chose, je suis quand même très étonné que sur plateau après plateau, je ne sais pas si c'est le cas ici, monsieur Bourdin, on oublie juste un truc, 5000 morts civiles dans le pays, 6500 blessés, 380 enfants décédés. Je ne dis pas ça pour Madame Royal. En Ukraine. À un moment donné, pourquoi il y a aussi ces décisions ? C'est que il y a des choses qui se passent sur le champ de guerre. Et donc les décisions qui sont prises, c'est aussi lié par rapport à un fait qu'on a des dizaines de milliers de morts et qu'on a l'impression que finalement on est indifférent et qu'il aurait fallu réagir autrement s'il avait eu zéro. Sur l'Ukraine, on va, si vous voulez, ouvrir le débat, mais il est 11h43. Nous y reviendrons un autre jour. Ce serait très intéressant à dire, parce que oui. Jean-Jacques, justement, j'ai passé ma vie comme patron de Reporters sans frontières dans les guerres du monde entier. Ce dimanche, j'étais à Tchorkiv, la ville jumelle. On s'est jumelé avec une ville. Et à un moment donné, avec Béziers, c'était bouleversant. Ils ont appelé pour leur remettre des décorations et des aides toutes les familles qui avaient perdu un enfant. Un homme, je dis un homme parce que c'était qui ? C'était ou des femmes
ou des jeunes femmes, des mamans ou des jeunes femmes en noir avec des enfants. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit quand j'ai discuté avec eux? Alors, j'avais les larmes aux yeux, comme vous l'auriez eu exactement de la même façon que moi. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, n'oubliez pas, ne vous lassez pas. N'imaginez pas que le prix du pétrole qui va augmenter, vous nous abandonniez pour autant. Ça veut dire qu'on leur doit ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. ça. On se lasse. Mais on se lasse aussi, pardon. Parce que on n'ose pas regarder les choses en face, peut-être Robert Ménard, c'est qu'aujourd'hui, on est pris au cœur d'une tourmente de guerre. 2 pays sont en guerre, il faut accepter malheureusement les horreurs de la guerre. Et puis on est aussi au cœur d'une tourmente de communication entre la communication russe et la communication ukrainienne. Et que nous perdons la lucidité, mais si, Robert Ménard. Mais oui. Mais à un moment donné, la propagande de guerre, elle a toujours existé. Vous connaissez mieux que nous ce sujet-là, pour tout un tas de raisons. Vous les connaissez parfaitement. Moi, la propagande, on la connaît. Reste, Jean-Jacques, reste qu'entre les Russes, l'armée russe qui rentre en Ukraine et les Ukrainiens, mon cœur, il balance. Mais il n'hésite pas. Il n'hésite pas une seconde. Et personne ne doit remettre en cause l'agression russe. Non, évidemment. Mais pour éviter toute propagande, c'est bien. Vous rigolez. Le tropisme pro-russe de mes amis de la droite ou de vos amis de la France insoumise, mais il est présent. Ils sont tellement anti-américains, comme ils ont l'impression que les Américains c'est le diable, ils sont prêts. Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas au cœur d'un affrontement entre finalement 2 impérialismes, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe? Attendez, mais elle est où la liberté? Moi, les Américains, c'est pas mon histoire. Mais attendez, aux États-Unis, on vote démocratiquement. Monsieur Poutine, c'est un dictateur. Il faut appeler les choses par leur nom. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques Bourdin. J'attends de voir vos amis dire qu'il est un dictateur. Il y a 2 impérialismes, l'impérialisme américain, l'impérialisme russe, mais je préfère l'américain. L'impérialisme russe, effectivement, c'est la dictature, c'est voilà. Il faut pas être dupe sur le fait que les Américains ne sont pas des enfants de cœur et qu'effectivement ils ont des visées. Mais tu choisis dans la vie à un moment. Oui, mais attendez, il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire que cette guerre, on aide les Ukrainiens, nous les Français un peu moins que d'autres pays d'Europe, on aide les Ukrainiens, mais surtout on n'enverrait jamais le moindre soldat en Ukraine se faire tuer. Impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'on est très d'avoir dit la guerre ne peut pas tout justifier. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et les Américains non plus. Les Américains non plus. Je suis d'accord. Comme depuis qu'on a nos enfants, que depuis que tu nais, on t'explique que ta propre vie, tes propres envies, ça passe avant tout. Évidemment, on est dans des sociétés où tu n'as personne qui oserait dire que tu peux mourir pour plus grand que toi, que tu peux t'oublier. Je suis pour qu'on soutienne les Ukrainiens et je suis d'accord que ça aura un coût et qu'il y a des sacrifices à faire. Qu'il faut accepter ce coup. Effectivement, un peuple en guerre, mais on ne peut pas tout justifier à cause de ça. La crise énergétique, les anticipations qu'il aurait fallu faire, mais c'est les écolos qui sont responsables. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Si on avait écouté les écolos, on aurait des énergies renouvelables suffisamment dans ce pays. Voilà, on sera peut-être pas d'accord là-dessus. On est à 7,7% de l'électricité qui n'atteint pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et maintenant, cet hiver, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez dit qu'il fallait pas que ce soit les plus humbles qui trinquent. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va nous écouter quand on va demander le doublement, le triplement du chèque énergie? Est-ce qu'on va aider les plus précaires à faire face à cette crise? Quand vous demandez c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Oui, mais à la France Insoumise, quand on fait une ristourne de 30% sur l'essence, la France Insoumise dit non, ça ne nous intéresse pas. C'est que 30 centimes sur l'essence, c'est pas que pour les plus humbles, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Robert Ménard. Mais quand les mesures sont bonnes, il faut savoir les accepter. Oui, mais on préférerait cibler sur ceux qui ont le plus besoin. Mais quand vous faites ça, moi j'applaudis, je dis que vous avez raison. Oui, ça m'empêche pas de dire que vous avez raison. La loi sur la protection du pouvoir d'achat, est-ce que vous l'avez votée, monsieur Taché? Non, je n'ai pas voté. Alors, allez expliquer dans les circonscriptions. Attendez, je termine. Donc, il faut aller expliquer dans les circonscriptions que quand on propose 30 centimes de ristourne, pouvoir d'achat direct dans les poches, c'est refusé par celles et ceux qui sont toujours, pas vous, je pense à LFI parce que je ne supporte pas les gens qui sont capables de dire que la police tue, que les journalistes sont des abrutis et que les chefs d'entreprise sont des parasites. Je parle de monsieur Mélenchon et son orchestre. Et ça, il faut aller leur expliquer. Si on n'est pas capable de voter, être dans une concorde nationale sur des choses basiques qui sont du miel pour les Français, qu'est-ce que ça va être sur des sujets clivants, sur la fin de vie, la retraite, l'assurance chômage? Votre loi pouvoir d'achat, dans ma circonscription, personne n'en a vu la couleur. Les primes que vous avez essayé de favoriser, ça concerne 10% des gens. Quand il y a des mesures positives, il faut les voter. Bien, merci messieurs, merci. Arrêtons d'être sectaires. 11h48.
on va terminer ce débat sur les Français et la fatigue informationnelle. Ça m'intéresse beaucoup, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h52, le temps passe vite avec nos invités, avec la politique. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Dites-nous, allez-y, 0826 300 300. Est-ce que vous auriez envie que tous les jeudis, non pas 1 heure, mais 2 heures de débat politique comme ça? Parce que, comme vous le disiez, à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat. Que le débat est difficile, dans tous les cas. Ici, je suis content. Nous avons 3 responsables politiques qui s'expriment et qui peuvent débattre. Nous, journalistes, nous sommes contestés, encore plus que vous. Au moins autant que vous, les politiques. 63% des Français qui ne veulent plus s'informer. Vous vous rendez compte? Fatigue informationnelle. Pourquoi, Robert Ménard? Parce qu'on a trop, je dis on. Vous avez été journaliste. J'étais journaliste pendant 35 ans. Mais parce que trop longtemps, on campe sur une autre planète. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Enfin, vous savez aussi bien que moi. Quand j'ai commencé, il y a très longtemps, journaliste, les gens, ils te disaient, tu vois, t'arrivais dans une rédaction, t'allais faire les chats écrasés, tu sais, les faits divers. Comme si c'était tellement plus noble de parler des grandes questions politiques que des faits divers. Or, tu t'aperçois que les faits divers, c'est ce qui est la vie des gens. On a toujours, dans cette profession, pensé que tout ça était de peu de poids. Ensuite, attends, pardon de le dire, le nombre de rédactions qui campent à côté du monde, enfin, moi je suis sidéré de ça. Les leçons de morale, la moraline à 4 balles, alors ça m'arrive... Dans tous les sens, dans tous les sens. Oui, mais ça m'arrive. Moi je suis arrivé dans des plateaux de télévision, t'es élu, t'es maire, on n'a pas tous les mêmes idées, mais j'avais l'impression d'être le diable par rapport à mes propres confrères. Carl Olive, journaliste aussi. Carte de presse 66 956. Moi, je donne pas le numéro. Moi aussi, je donne même pas la mienne. Il vrai qu'il y a un numéro à 3 chiffres autour de cette table. À 3 chiffres. Non, je disais, j'ai connu le numéro 7, moi. Geneviève Tabouy. Ah oui. J'ai été invité sur les plateaux. Elle avait 92 ans. Très souvent pendant la crise des Gilets jaunes, et je disais, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a beaucoup de médecins, que les médecins arrêtent de se prendre pour des politiques et que les politiques arrêtent de se prendre pour les médecins. Pardon Jean-Jacques Bourdin, vous laissez écouter, vous n'intervenez pas dans la sensibilité politique qui par ailleurs est la vôtre. Mais à un moment donné, ça serait bien aussi que les journalistes arrêtent de se prendre pour des politiques. Et il y en a suffisamment puisqu'ils sont invités autour, les politiques. Ça peut peut-être expliquer. Et puis il y a d'autres choses aussi. Je regardais un chiffre là, 48% des moins de 35 ans qui vont s'informer aujourd'hui sur Internet, qui ont plus la télé, qui regardent moins l'information. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Je suis d'accord. Pour la qualité de l'information, honnêtement. Et parfois on dit que trop d'infos tue l'info. Encore plus quand celle-ci n'est pas toujours vérifiée et qu'on est sur des canaux qui sont plutôt partisans et plutôt qu'objectifs. Les gens ne nous croient plus. Aurélien Taché. Non, mais c'est très inquiétant. Ce que vous avez appelé la fatigue médiatique, c'est un symptôme de la fatigue démocratique. Parce que quand on s'informe plus, la deuxième étape, c'est d'arrêter d'aller voter, c'est d'arrêter de discuter. C'est le risque. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose de profond que je perçois ou crois percevoir dans ce pays où vraiment les gens se disent, finalement, la totalité, le contrat social, le tout, j'y perds plus que j'y gagne. Alors foutez-moi la paix. Moi, je discutais avec un agent immobilier dans l'ouest de la France, dans le cadre de mes vacances, il me disait, on me demande de plus en plus d'acheter des maisons qui ne sont connectées à rien. Pas de route, pas de numérique, rien. Les gens font sécession, mais réellement, dans le pays, ne supportent plus. Par là, Alors il y a le Covid, il y a plein de choses, il y a tout un tas de bouleversements sur lesquels nous, les politiques, on met des mots et on apporte des réponses, mais comme ils ne nous croient plus capables de le faire, et que ce qu'ils entendent finalement, souvent dans les médias, c'est un peu toujours la même chose, ils se disent, on coupe et puis on va se débrouiller tout seul. Mais c'est très grave de ce que ça dit sur notre incapacité, notre impuissance dans le cadre de nos métiers respectifs, journalistes, politiques et autres, à guider la démocratie. Il ne faut pas s'en satisfaire parce que c'est hyper dangereux. Je suis bien d'accord. Que les gens pensent que tous les hommes politiques sont des vendus qui font ça pour leurs indemnités, ou que les journalistes sont tous des menteurs, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je veux dire, personne ne doit s'en réjouir. Moi, le poujadisme anti-politique ou le poujadisme anti-journaliste, aucun des deux. Et je vous le dis parce que les hommes politiques et les journalistes, à tour de rôle, ils le font eux-mêmes en disant tous ces politiques, c'est de la merde. Nourrissent parfois. Il faut relire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau de 1762. Il faut faire attention. À partir de là, parce qu'on est en train de, même ça, on est en train de le perdre. Mais vous savez, je vous arrête. Merci. Je voulais vous dire merci. Et vraiment à tous les trois, parce que ça fait plaisir de vous entendre débattre. Vous n'êtes pas d'accord.
mais au moins vous respectez l'autre et les idées de l'autre. Et ça, c'est absolu. C'est l'art de la conversation. L'art de la conversation. C'était un art français. Oui, qui était un art français. Donc on pourrait aller voir un match de rugby à Béziers. Donc, pour avoir un match de rugby à Béziers, d'ailleurs, on va organiser un match rugby-foot entre Béziers et Nîmes. Ça, c'est une bonne idée, non J'ai la modeste responsabilité de l'équipe de football du Parlement. Hein. Bon, d'accord. Bon, merci messieurs, merci. Merci Jean-Luc Bourdin. Nous réorganiserons évidemment de tels débats tous les jeudis, peut-être plus long encore, parce que c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire. Merci à vous trois d'être venus nous voir sur Sud Radio, 11h57.